Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour un tout nouveau débrief, une nouvelle vidéo, double débrief dans la même vidéo les amis. On va parler aujourd'hui de deux matchs de Première Ligue avec Chelsea qui a lancé sa saison en Première Ligue, match nul contre Crystal Palace. Puis ensuite, on parlera du match de la soirée, enfin du début d'après-midi, enfin de la fin d'après-midi plutôt, entre Manchester United et Arsenal à Old Trafford. On va parler des deux aujourd'hui et je vous invite, avant que la vidéo ne commence, à vous abonner, à lâcher un like et à partager cette vidéo autour de vous, que vous soyez un fan des Blues, un fan des Gunners, un fan de Manchester United, même des fans de Crystal Palace. Soyons fous, soyons fous, peut-être qu'il y en a dans la salle. Donc voilà, peu importe de quel club vous venez, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner et à commenter aussi tant qu'à faire. On avance tout droit vers les 5000 abonnés. Donc voilà, si on peut aller chercher les 5000 abonnés le plus vite possible, bah écoutez, on stream. On va commencer nous de notre côté par parler de Chelsea Palace, puis ensuite on parlera de United Arsenal. Pour ceux qui sont uniquement intéressés par le match United Arsenal, je sais qu'il y en aura. Je vous mets le timecode en dessous. Voilà, vous pouvez aller directement au match de Manchester. Voilà. Je sais qu'il y en aura et je sais qu'il y en a aussi qui vont quitter cette vidéo dès que j'arrêterai de parler de Chelsea. Mais c'est pas grave, voilà, je vais faire les deux et je vais essayer de donner à manger à tout le monde finalement. On commence avec Chelsea Palace, les amis, un partout pour l'entrée en matière de nos Blues face à des Eagles qui sortent d'une semaine absolument dingue. On rappelle quand même qu'ils ont gagné le Community Shield face à Liverpool la semaine dernière. Et forcément, ils arrivent dans un momentum qui est bien meilleur que le nôtre, étant donné que nous, notre pré-saison, c'est deux matchs qui se sont passés sur un week-end. Donc forcément, on a beaucoup plus de difficultés, notamment d'un point de vue physique, et aussi d'un point de vue des blessures, étant donné qu'on a quand même pas mal de joueurs qui étaient out. Malgré tout, les compos s'affichent. Le 11 de Chelsea, il est honnêtement très intéressant. Sanchez dans les buts, Reece James en défense droit, Achimpong Chaloba dans l'axe, Cucurella à gauche, Caicedo Enzo au milieu de terrain et devant on avait Neto, Palmer, Gittens et João Pedro. Et avant de continuer, le graphiste est vraiment on fire, hein, vraiment. Il est extraordinaire le visuel de Chelsea, je trouve vraiment très très beau. Il y a une vraie diff avec l'année dernière, je trouve vraiment que c'est bien mieux. Et on peut voir aussi le banc qui était quand même très fourni. Jorgensen, Gusto, Fofana, Atto, Esugo, Santos, Estevao, George et Delap. On avait un banc de fou. Voilà, on avait un banc de fou, sachant que tu avais des Colwill, des Tosin et tout qui étaient pas là. Donc voilà, tu avais encore des joueurs qui étaient absents et malgré tout on aligne quand même un 11 et on aligne de manière générale un groupe qui, je trouve, est ultra intéressant. Côté Palace, on est quasiment sur un 11 titulaire. Il y a que Kamada qui était pas là, forcément, il s'est blessé contre Poole en Community Shield. Du coup, c'était Hughes à sa place au mitard. Sinon, le reste de la compo, c'est du classique 3-4-2-1. Richards, Lacroix, Gueye dans la défense à 3, Mitchell et Munoz sur les côtés, Wharton, Hughes au mitard, Eze et comment il s'appelle? Oh, j'ai oublié son prénom. Ismail Assar, waouh. Eze et Ismail Assar derrière Mateta. Et on a eu une équipe de Palace qui honnêtement n'a pas si mal joué que ça. Et on va voir ça dans les stats. On continue avec les stats. Et voilà, on a une domination dans la position de balle côté Chelsea qui est assez claire. 71-29. 1,81 XG de notre côté contre 1,07 pour les Eagles, 19 tirs à 12, 4 tirs cadrés pour Palace, seulement 3 pour Chelsea, 3 tirs cadrés en 19 frappes. C'est cadavérique. 2 occasions de but, une grosse occasion manquée pour Chelsea, plus de passes réussies pour les Blues, on va y revenir juste après. On a eu fait un petit peu moins de fautes, il y a eu 11 corners et on a été dangereux sur aucun des 11. On a ensuite la performance physique, donc ça c'est nouveau sur FotMob, ça a été ajouté cette saison. On peut voir notamment le nombre de kilomètres parcourus à la marche, à la course, au sprint. Ensuite on a le nombre de sprints et la vitesse moyenne entre guillemets, la vitesse maximale atteinte. Je sais pas si c'est la vitesse maximale par un joueur ou si c'est la vitesse moyenne maximale, je sais pas trop. Je pense que c'est la vitesse maximale atteinte par un joueur, donc on s'en fout un peu. Mais on peut voir que Palace a couru quasiment 4 km de plus, même plus que 4,1 km de plus que nos Blues. 36 km à la marche contre 34 pour Palace, donc on a beaucoup plus marché et ils ont beaucoup plus couru avec 6 km de plus de course. On a eu 300 mètres de plus en termes de sprint pour 18 sprints de plus, mais on peut voir que de manière générale, c'est Palace qui a le plus couru dans ce match.
En termes de passes, on peut voir que là, Chelsea avait l'ascendant total dans tous les domaines. 549 passes à 220, c'est quasiment un x2, c'est même plus qu'un x2. On a du coup 90% de passes réussies contre seulement 75% pour Palace. 242 passes dans notre propre moitié de terrain, 250 dans la moitié adverse contre seulement 57 passes dans notre moitié à nous pour Palace. En termes de passes longues, on est assez équivalent en termes de pourcentage. Centre réussi, on en a réussi 6. Ça, ce qui équivaut à ce qu'on a fait 6 centres réussis, du coup 21%. Donc on a réussi à peu près 1 centre sur 5. Donc on est à peu près à 30 centres tentés dans le match par les Blues. 30 centres, 6 réussis. Et du côté de Palace, je dirais du coup 9%, donc à peu près 1 sur 10. On est à peu près à 10 centres tentés par Palace pour une réussite. Voilà, ça c'est pour les stats. 20 relances à 18. Et dans la touche dans la surface adverse, ça c'est très intéressant à souligner. 32 touches pour Chelsea dans la surface de Palace, 9 touches pour Palace dans la surface de Chelsea. Et voilà, pourtant, une domination qu'on peut voir dans les statistiques, notamment que ce soit à la passe, en termes de frappe, en termes de XG, etc. Et pourtant, 0-0. Pourtant, on n'a pas réussi à trouver la faille. Et si on parle un petit peu plus football maintenant de ce que j'ai vu avec mes yeux, bah clairement, j'ai senti une équipe de Chelsea qui avait un petit peu de mal, qui faisait vraiment tourner le ballon de gauche à droite. Et on était vraiment très très loin d'une tactique ultra intéressante qu'on avait pu voir notamment lors de la Coupe du Monde des clubs. Là, on est retourné un petit peu dans les travers de Maresca en Première Ligue et je trouve ça ultra dommage. Même si encore une fois on n'a pas dominé outrageusement dans le sens où on n'a pas été très dangereux. On a eu quelques actions intéressantes mais de manière générale on n'a pas été dangereux aujourd'hui. Et pas là, c'était l'équipe qui au final était plus proche d'avoir marqué un but parce qu'on a eu ce super coup franc de Eze refusé par la VAR qui était magnifique, un but extraordinaire de la part de Eze qui joue peut-être son dernier match d'ailleurs avec Palace aujourd'hui. Et franchement, personnellement, j'ai vraiment kiffé. Le match qu'a pondu Eze notamment, c'est pour moi le meilleur joueur sur le terrain. On va voir ça avec les notes juste après. Mais en tout cas, voilà, côté Chelsea, offensivement, je nous ai trouvé apathiques. Pedro a touché 20 ballons dans le match. Il a été très mauvais. Palmer a pas mis un pied devant l'autre. Gittens, beaucoup de déchets. Et même au-delà de ça, je trouve qu'il n'était pas du tout en raccord, notamment au niveau tempo avec ses coéquipiers. Neto était bien meilleur. Il a tenté pas mal. Et il a été très intéressant. Maintenant, je trouve que c'est encore une fois pas assez pour pouvoir prétendre à plus. Et sur le banc, Estevao est rentré et Estevao a montré de très belles choses à seulement 18 ans. C'est ultra prometteur et ultra encourageant pour la suite. Côté Palace, on n'a pas eu beaucoup de changements qui ont été faits. On a le petit Deveni qui est rentré et il y a eu un autre changement. J'ai oublié c'était qui le deuxième qui était rentré. Mais on a eu que 2 changements côté Palace et sinon l'équipe a vraiment fait le taf. Ils ont fait le taf défensivement très solide. Gay, Richards et Lacroix, c'est vraiment un trio derrière qui est ultra intéressant. Et quand en plus de ça, tu as Dean Henderson dans les buts qui a fait quelques arrêts quand même, du coup 3 arrêts. Franchement, ça te donne un quatuor derrière qui est ultra fort et ça permet aussi notamment à Mitchell et Munoz, surtout à Munoz, d'attaquer beaucoup plus. Et par là, c'est une équipe qui va être ultra intéressante à regarder cette saison. En plus de ça, ils jouent en Conference League. Je vous invite vraiment à suivre les perfs de Palace en conférence parce que je pense que ça peut être vraiment intéressant à regarder. On passe aux notes maintenant et j'espère que vous kiffez un petit peu les visus que je vous montre. Voilà, on part côté Chelsea d'abord. 5,5 pour Sanchez qui a pas fait de dinguerie dans ce match. Voilà, il y a eu le coup de poing sur la tête de Gueye à la toute fin de la première mi-temps, mais hormis ça, il a fait un match correct. Rhys James Kukureya 6,5 sur les côtés avec Chalobah 5,5 et Achimpong 6 dans la défense centrale. Achimpong, attention à la relance, notamment sur le but de Eze. On l'a vu, c'était très compliqué pour lui et je me suis moi-même plaint voilà, sur les réseaux. Mais derrière, son match a été relativement solide et j'ai trouvé plutôt bien. Au milieu de terrain, Caicedo 6 qui a assuré pour son premier match de la saison, à l'inverse d'un Enzo qui lui a été mauvais, le pire joueur de Chelsea sur le terrain pour moi avec Pedro. Je lui ai mis la note de 4. C'est vraiment un mauvais match de Enzo. Il va devoir passer à autre chose. Devant, Gittens pour sa première avec les Blues a été relativement moyen moins. Vous avez vu, j'ai mis 4,5. C'est presque la moyenne, mais bon, on va pas se mentir, il mérite pas la moyenne, même si c'est sa première et qu'il faut être indulgent. Aujourd'hui, Gittens, il a pas montré suffisamment pour moi pour avoir la moyenne. Palmer 5 tout pile. Et encore une fois, parce qu'il y a quelques moments où il a été intéressant. Voilà, il y a quelques moments où tu as vu des éclairs un petit peu de Palmer. Mais de manière générale, c'est un match très moyen de Cole Palmer. Et on en attend beaucoup plus la semaine prochaine. Pedro Neto 6, un match intéressant de la part de Pedro Neto, mais pas non plus extraordinaire.
Pour moi, c'est un 6 sur 10. C'est un bon match de la part de Pedro Neto. Et João Pedro, comme pour Enzo, un mauvais match. Il commence mal sa saison. Et sur le banc, 5 pour Delap Gusto Santos. Santos qui rate une occasion énorme en fin de match. J'étais abattu. Et Estevao, 6,5, qui a montré de très belles choses. C'est ultra prometteur pour la suite. Et carrément, j'espère voir Estevao titulaire. Peut-être pas prochain match, mais en tout cas d'ici quelques matchs de PL, voir Estevao démarrer un match pour voir ce qu'il vaut contre des défenses qui sont pas encore fatiguées. Mais en tout cas, Estevao, aujourd'hui, il a montré de belles choses pour sa première. Et d'ailleurs, j'aimerais aussi rajouter qu'au moment où il rentre, la réaction des supporters derrière, qui sont tous ultra heureux, tout le monde se lève, il y a un mec qui se lève d'abord et qui ensuite initie un geste comme ça pour que tout le monde se lève, et après t'as tout le monde qui se lève forcément et qui applaudit l'entrée de Estevao. Ça faisait très plaisir à voir et j'ai vraiment kiffé. Côté Palace maintenant, Henderson 6 sur 10, la défense à 3, Richards, Lacroix, Gueye, 5 pour Richards, 5,5 pour Gueye, 6 pour Lacroix. Voilà, les trois ont une note différente, mais les trois n'ont pas été mauvais. Je trouve que Gueye peut-être méritait un 6, mais voilà, Gueye, Lacroix, c'était très solide. Mitchell 6,5 à gauche, qui a lui aussi fait un top match, et à droite Munoz 6 aussi, c'est plutôt intéressant. Hughes, je l'ai vraiment pas trouvé bon honnêtement sur ce match là, pas mal de pertes de balles. Il y a un moment aussi où il laisse Neto récupérer un ballon, le mec s'arrête de courir, on ne sait pas pourquoi, mais voilà, pas un bon match de la part de Hughes je trouve, et hâte de revoir Kamada forcément. Wharton à côté de lui, il a fait son match 5,5. Ismail Assar 5,5 aussi, il a fait un match relativement intéressant mais pas non plus dingue. Défensivement c'était pas trop mal, mais offensivement c'était pas non plus la folie. Et Jean-Philippe Mateta devant, 5, il avait pas la moyenne jusqu'au moment où, je crois que c'est lui qui sort, non? Je crois qu'il sort à un moment lui d'ailleurs. Mais ouais, Mateta, on va dire que son match est moyen. Voilà, son match est moyen, très moyen. Beaucoup de fautes, franchement, il méritait limite de prendre un rouge dans le match parce qu'il fait vraiment 3-4 fautes en ayant déjà un jaune. Mais vraiment voilà, Mateta fait pas un gros match et aisé, techniquement parlant, c'est fabuleux. D'ailleurs, le coup franc extraordinaire, mais chaque touche de balle est soyeuse pour Eze. Le moment où il met un contrôle, après il se retourne, petit pont sur James, c'était magnifique. Et voilà, c'est lui pour moi qui prend la couronne et qui prend du coup le man of the match forcément. Et voilà pour Chelsea Palace 0-0. J'ai pas regardé les calendriers, je vous dis ça à la fin de la vidéo pour voir qui seront les prochains matchs de tous les clubs dont je parle aujourd'hui. On passe maintenant au deuxième match que je vais débriefer aujourd'hui entre Arsenal et Manchester United, enfin plutôt entre Manchester United et Arsenal à Old Trafford. Le premier match de la saison 2025-2026 pour les hommes de Amorim et de Mikel Arteta. Et on a du coup les compos qui vont s'afficher directement, je vais pas perdre de temps. Avec pour United, Bayindir dans les buts à la place de Onana qui est encore blessé. Dalot à droite avec Dorgu à gauche en piston. De Ligt, Yoro et du coup Luke Shaw dans la défense centrale à 3. On avait du coup un double pivot Bruno Fernandes, Casemiro avec devant Mbeumo, Cunha et Mount positionné en numéro 9, numéro 10. On savait pas vraiment exactement où il était placé, mais en tout cas c'était dans cette zone là. Et côté Arsenal, on avait du classique, Raya dans les buts, White à droite, Calafiori à gauche, Gabriel Saliba dans la défense centrale. On avait une défense classique, Zubimendi, Rice, Odegaard au milieu de terrain, c'était classique aussi, et Saka, Martinelli, Gyökeres devant, la première de Gyökeres officielle avec Arsenal. Et d'ailleurs, avant juste de parler 2 secondes de la suite, est-ce qu'on peut parler s'il vous plaît de Odegaard qui est en jean? Pourquoi il est en jean sur la photo? Mettez-le en habit de sport, je sais pas, faites un effort. Franchement, il est en jean. Franchement, ils abusent de fou. Je trouve qu'ils abusent de fou. En tout cas, le maillot de Arsenal est une beauté, franchement extraordinaire ce maillot d'Arsenal, j'aime beaucoup. Et voilà, on parle du coup forcément des stats que je vais vous afficher tout de suite après. 61% de possession pour United, 1,59 XG contre 1,05, 22 tirs tentés par les Mancuniens, 7 tirs cadrés, un gros match de Raya, on y reviendra. Voilà, en termes d'occasion de but, une occasion de but pour Arsenal, c'est le but forcément, et pas d'occasion de but nette pour United, ni de grosses occasions manquées forcément. En termes de passes, on y reviendra juste après. Faute, 10 fautes pour United, 19 pour Arsenal et 4 corners à 3 pour Arsenal. On va rentrer directement en parlant de ça direct. En termes de corner, ce que je trouve personnellement, en fait sur ce but là, c'est encore une fois tout ce qu'on déteste avec cette règle liée à la FIFA, liée à la FA et tout ça. C'est que voilà, moi je trouve que c'est de l'anti-jeu personnellement de mettre un joueur sur le gardien. Je trouve vraiment que c'est de l'anti-jeu. Là pour le coup, sur cette action là, je trouve aussi que Bayindir fait de la merde, parce que Bayindir doit faire beaucoup mieux, même en étant un petit peu déséquilibré par Saliba. Sa main elle est pas assez ferme. Normalement il est censé mettre une claquette comme ça, une claquette tac au-dessus du but. Là il a pas réussi à le faire.
Et forcément, derrière, tu te retrouves avec Calafiori qui est tout seul au second poteau et qui a juste à marquer, forcément. Et du coup, c'est le seul but de ce match-là. Arsenal qui a pas été dangereux du tout dans ce match. Et tu te rends compte que tu perds ce match alors que franchement, tu aurais pu faire à minima match nul, voire gagner. Tu aurais pu gagner ce match. Et je trouve ça vraiment, vraiment dommage pour les Mancuniens qui ont vraiment fait une belle rencontre. Et c'est extrêmement bien payé pour Arsenal qui, honnêtement, a été très décevant, je trouve, ce week-end. On le sait, c'est un match compliqué, match contre United à Old Trafford, voilà, avec un United New Generation, avec des nouvelles recrues, etc. Voilà, mais je trouve quand même que Arsenal était censé montrer un niveau bien plus supérieur. On parle quand même d'une équipe qui est censée jouer le titre. Aujourd'hui, Arsenal est censé jouer le titre. United n'est pas censé le jouer et pourtant, en confrontation directe, c'est United qui est mieux. C'est United qui est beaucoup mieux que Arsenal sur ce match-là. Donc voilà, attention à Arsenal. On va y revenir juste après avec les notes et tout. Mais j'ai pas trouvé ça incroyable. En termes de course, etc., c'est Arsenal qui avait l'ascendant. 6 km de plus parcourus par les Gunners. On avait 36 km à la marche pour United contre 33 pour Arsenal. Et c'est surtout à la course. 80 km parcourus par les joueurs de Arteta contre seulement 71 pour United. On a vraiment un énorme différentiel à la course. Et au sprint, voilà, encore une fois, c'est assez équivalent, mais vraiment, on a vraiment un vrai différentiel physique entre les deux équipes avec une équipe d'Arsenal qui a beaucoup plus couru que l'équipe de Manchester United. En termes de passes, de jeu de passes, etc., on voit que United avait l'ascendant dans toutes les zones du terrain, que ce soit dans leur propre moitié, mais aussi dans la moitié adverse, avec 395 passes réussies, 83% de réussite contre seulement 75% pour Arsenal. On avait quasiment 200 passes de plus tentées par les Mancuniens et on avait une équipe de Manchester qui honnêtement était ultra intéressante. 36 ballons touchés dans la surface d'Arsenal. C'est là que tu vois vraiment le déficit clair en termes de qualité face au but. Côté United, maintenant ils sont tombés sur une défense énorme. On le sait, c'est peut-être la meilleure défense de Première Ligue, mais c'est ultra encourageant pour la suite. Que ce soit les Mbeumo, les Ahmad, même Šeško qui a joué un petit peu, Matheus Cunha, Bruno Fernandes. Voilà, c'est des joueurs qui peuvent se mettre en évidence à peu près dans la surface, mais aussi à l'extérieur. C'est des joueurs qui peuvent tirer de loin. Donc voilà, je pense qu'il y aura quand même des options, des possibilités pour United lors des prochaines rencontres. Mais c'est Arsenal qui logiquement non, mais si on n'avait pas regardé le match avant le match, tu me dis qu'Arsenal gagne 1-0 contre Manchester United, je te dis que oui, c'est logique. Et voilà, le résultat final, il est logique par rapport aux attentes qu'on avait au début du match. On passe aux notes maintenant avec forcément, on commence par United qui a fait un match intéressant, 5,5 pour Bayindir. Malheureusement, il a fait quelques bonnes choses quand même, hein. Mais il y a cette boulette qui vient lui enlever un point parce que franchement, il avait 6 ou 6,5 facile. Shaw 5,5, Delirte 6, Yoro 6, Dalot 5, Dorgu 6,5, un très gros match de Dorgu, franchement j'ai beaucoup apprécié. Casemiro, Bruno au milieu de terrain, ça a fait le boulot. Devant, on avait Cunha à 5,5, Mount 5. Les deux ont fait un match pas trop mauvais, mais pas non plus incroyable. Et Mbeumo a été un petit peu plus remuant. On l'a plus trouvé que Cunha notamment. Maintenant, ça n'a pas été non plus la folie. Ahmad sur le banc a fait du bon boulot en rentrant. Et les autres, ils n'ont pas servi à grand chose. Šeško, il a eu peut-être une occasion, un coup de tête, mais c'est tout. Et voilà. Et côté Arsenal, on a forcément dans les buts Raya 7 à qui j'ai donné du coup la couronne, voilà, le man of the match pour Raya, Calafiori 6,5, White 6, Gabriel Saliba 5 et 5,5, ils n'ont pas fait un match de dingue. Zubimendi, Odegaard, Rice 6 chacun. Et devant Martinelli, Gyökeres que j'ai trouvé vraiment pas dingue, surtout Gyökeres très décevant, et Bukayo Saka un petit peu mieux mais c'est pas non plus la folie. Et sur le banc pareil, Havertz, Madueke, je leur ai mis 5 aux deux, même si franchement j'aurais pu mettre 4,5 à Madueke parce que son entrée est vraiment affligeante, une entrée catastrophique de Madueke. Mais en tout cas voilà pour le match entre Arsenal et United. Dites-moi ce que vous en avez pensé aussi dans les commentaires. Du coup, pour les matchs de la semaine prochaine de la J2, les amis, Chelsea qui jouera en ouverture contre West Ham au London Stadium. On aura un City Tottenham à 13h30 samedi il va être incroyable. Arsenal jouera contre Leeds à 18h30 et du coup Palace recevra du coup Nottingham le lendemain, le dimanche à 15h, tandis que United ira du côté de Fulham à 17h30. Donc voilà, que ce soit pour United, c'est le moment de repartir de l'avant avec une belle victoire contre Fulham. Pour Palace, va falloir affronter une très belle équipe de Nottingham qui a vraiment roulé sur Brentford aujourd'hui. Et du coup pour Chelsea, il va falloir assurer contre West Ham qui pour moi est la plus faible équipe franchement des 20 de ce qui a été proposé avec les Wolves sur cette première journée. Et enfin du coup pour Arsenal, affronter Leeds qui vient d'être promu, ça doit être une victoire facile et claire pour eux.
On se retrouve très bientôt, peut-être pour un autre débrief ou pour parler du Tour d'Europe, des 5 grands championnats. On verra ce que je vais faire demain et après-demain. En tout cas, voilà. D'ici là, je vous souhaite à tous de passer d'agréables journées, d'agréables soirées. C'était Bilal, portez-vous bien et la paix sur vous.